projet Students Ex Machina est un projet transdisciplinaire qui a eu pour but de réunir une quarantaine d'étudiants provenant de 11 filières d'enseignement supérieur différentes à travers différents groupes de travail allant de 3 à 6 personnes, encadrés à chaque fois par un ou deux tuteurs volontaires qui ont donné énormément de leur temps et de leur énergie au projet. Parmi ces tuteurs, nous pouvons notamment compter des personnes comme Max Lafontan, Jean-Pierre Madier ou encore Marie-Élix Dessouly et Fanny Bertrand-Trouvé, qui étaient à la fois tuteurs de groupe et également chefs du projet. Mais avant de vous parler un peu plus de ce projet, je vais d'abord laisser quelques étudiants se présenter à vous pour que vous voyez la diversité du panel que regroupait le projet Students Ex Machina. Je m'appelle Valentine Vignier, je suis en Master 1 de droit public général à Toulouse, Toulouse 1 Capitale. Et je suis également en deuxième année du Collège supérieur de droit de Toulouse. Je m'appelle donc Kevin Oliveira, je suis donc étudiant en Master 2 de psychologie, psychothérapie et psychopathologie. J'ai 29 ans. Donc, je m'appelle Thibaut Sibouni, je suis étudiant à Paul Sabatier en Master 1. J'étudie la biologie, les neurosciences, comportement, cognition. Alors, je m'appelle Etongo Bogde Eliazar Raphaël. Je suis étudiant en L3 de biologie cellulaire et physiologie à l'université Paul Sabatier, j'ai 23 ans. Benjamin Nison, étudiant en biologie à l'université Paul Sabatier. Clément Perret, j'ai 21 ans et je suis en troisième année de droit à UT1. Comme nous venons de l'entendre, les étudiants viennent vraiment de parcours totalement différents. C'est ce qui fait la richesse de leur projet et la qualité de leurs articles. Le projet a donc attiré et intéressé des étudiants de tout horizon, de l'université Toulouse 1 Capitole, de l'université Toulouse 2 Jean Jaurès, de l'université Toulouse 3 Paul Sabatier, de l'ISAE, de TBS, la Toulouse Business School, de l'ENS de Lyon, de l'ONVT, l'école nationale vétérinaire de Toulouse, et de l'ENSAI à Rennes. Mais ce sont avant tout des étudiants en biosanté, biologie, médecine, droit, philosophie, sociologie, bioéthique, chimie, de futurs vétérinaires, de futurs personnels en travaillant dans la finance et même de futurs ingénieurs qui se sont réunis pour débattre de ces questions éthiques touchant au transhumanisme, aux technosciences et au big data. Ces étudiants viennent tous de formations très différentes et pourtant ça ne les empêche pas de travailler ensemble. Et bien que les débuts furent difficiles, car comme on s'en doute, un scientifique et un philosophe n'ont pas le même vocabulaire, de même pour un sociologue et un ingénieur, et pourtant ils ont appris à se connaître et à travailler ensemble. Donc les débuts ont demandé un certain temps d'adaptation. Mais c'est également cette transdisciplinarité qui leur a permis d'écrire des articles si aboutis et prenant en compte des points de vue très différents. En ayant interviewé quelques étudiants qui ont participé au projet, j'ai pu me rendre compte qu'ils ont tous adoré travailler sur ce projet-là. L'interdisciplinarité a été vraiment le point fort qui leur a plu et qui leur a donné envie de s'investir dans le projet et dans les travaux qu'ils allaient rendre. Les étudiants se sont réunis avec leur groupe de travail et leurs tuteurs pour travailler sur l'article qu'ils devaient rédiger et sur l'oral qu'ils devaient présenter au cours du colloque. Leurs sessions de travail se sont faites un peu partout dans Toulouse, que ce soit à la bibliothèque, dans un café, sur la terrasse d'un bar. Nous avons eu l'occasion de suivre quelques groupes de travail au cours de leurs sessions, et voici donc quelques extraits de la dynamique de ces jeunes en plein travail, et qui malgré quelques bières ou tasses de café, ne se laissent absolument pas déconcentrer. Ok. Point. Là, tu pourras remixer la phrase pour qu'elle soit à ton niveau sens des mots. D'accord. Voilà. Donc pour nous, ça soit renforcé. Et après, on parle pas de machin international un peu ? Si, mais tu vois, on fait le... comme Amélie a dit, le truc qui découle là. Ouais. Donc... Non, mais en plus, celui-là, c'est la cause de la société qu'il avait utilisé. Et ça m'avait marqué parce que je trouvais que c'était. Enfin, c'était un mot que je connaissais pas avant et je trouvais qu'il disait. Et que je le comprenais trop. Je trouvais qu'il disait trop ce qu'il voulait dire. Ah, mais des fois, il y a des mots qui. Ah, et du coup, je me disais, genre, par exister, j'étais genre, ah ouais, genre. Ouais, mais non, mais c'est vrai que moi, du coup, j'étais pas. Non, après, c'est aussi, voilà, faut que les gens aient le vocabulaire en disant ça, c'est clair, mais. J'ai pu interviewer quelques personnes, et j'ai commencé par leur demander qu'est-ce qui les avait motivés à s'investir dans ce projet-là ? Qu'est-ce qui les avait fait choisir le projet Students Ex Machina ? Pourquoi ce projet et pas un autre ? Qu'est-ce qui leur a plu ? Qu'est-ce qui les a motivés dans le choix de ce projet-là ? Et voici les réponses que j'ai obtenues. Pourquoi j'ai choisi de participer à ce projet ? En fait, ce projet-là, j'en ai entendu parler un an avant à peu près qu'il se mette en place. Et j'avais déjà trouvé intéressant, j'avais entendu parler des offres qui allaient venir aussi. J'ai décidé d'y participer parce que je suis particulièrement intéressée par les questions bioéthiques et le fait que ce colloque soit transdisciplinaire. Je trouvais ça très intéressant parce que ces questions sont par essence transdisciplinaires.
Et j'ai choisi ce projet parce que une de mes professeurs m'a contacté et ça m'a intéressé, surtout la pluridisciplinarité. Je m'intéresse moi-même justement dans le cadre de mes recherches en psychologie sur l'utilisation en fait des nouvelles technologies, donc les technologies de l'information, réseaux sociaux et internet, et sur les conséquences psychologiques et psychopathologiques. Si j'ai intégré le projet Student Ex Machina, en fait c'est à travers un DU, le Collège supérieur de droit. Et donc en fait dans ce cadre-là on doit réaliser un mémoire. Et cette année, un peu exceptionnellement, où il y avait d'autres sujets que des sujets classiques, et qui étaient donc des sujets transdisciplinaires, qui nécessitaient une autre approche. Je trouvais ce projet-là très intéressant. Et de faire participer en plus derrière des étudiants, pas forcément de biologie, mais voilà, de droit, de sociaux, de philo, je trouvais ça très stimulant justement, l'échange, de comparer un peu qu'est-ce qu'ils pensent et aussi pouvoir discuter avec des fois des spécialistes, notamment je sais qu'il y a eu Max Lafontaine parmi les tuteurs qui participaient au projet. Dans l'optique de savoir ce que pouvait penser le futur médecin, le futur ingénieur, le futur philosophe ou le futur sociologue, je leur ai posé donc quelques questions. La première question était en rapport avec l'intelligence artificielle. Comme on peut le voir de plus en plus ces temps-ci, l'intelligence artificielle se développe énormément. Vous avez sûrement dû le voir dans des vidéos ou dans des reportages télé, la compagnie Boston Dynamics a vraiment progressé en matière de robotique et d'intelligence artificielle. Va-t-elle finir par nous remplacer ou va-t-on seulement la garder comme assistance ? On parle déjà de futurs robots avec des intelligences artificielles tellement développées qu'ils pourront remplacer les médecins. Heureusement, on a pu démontrer il n'y a pas très longtemps qu'étant donné la grande différence entre chaque corps humain, un robot ne pouvait pas prévoir l'emplacement de chaque organe et ne pouvait pas intervenir aussi bien qu'un humain qui pouvait s'adapter en temps réel à la situation et aux problèmes auxquels il pouvait faire face. La question que je leur ai posée était donc, l'intelligence artificielle pour vous sera-t-elle un remplacement de l'humain ou une assistance de l'humain ? Ouais, non, je pense que les deux vont se faire. Hein. L'assistance, ça s'accompagne d'un remplacement. C'est pas incompatible, les deux sont pas incompatibles. Je pense qu'on va se diriger vers les deux. Par cette question, j'essayais en fait de savoir à quel point ils faisaient confiance à l'intelligence artificielle. Les intelligences, elles sont codées par des humains, donc elles sont... À partir du moment où le code ne ment pas, le code ne se trompe pas en fait. C'est l'humain qui se trompe en codant, mais le code, lui, on peut lui faire confiance. En soi, c'est l'algorithme ensuite qui compte. Il y en a dans le secteur primaire du remplacement de l'homme par la machine. Je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec les machines en fait. Et on va arriver sûrement dans le secteur tertiaire aussi à avoir un remplacement par les machines. On voit l'exemple par exemple des robots dans les hôpitaux. Et j'étais également curieux de savoir s'ils étaient plutôt pour un robot intelligent ou pour simplement une machine. Robot intelligent à mon avis. Un robot intelligent, c'est une machine qu'on a codée pour pouvoir s'adapter. C'est juste que le code change. Je suis pour le robot intelligent, mais avec une manette pour le débrancher. Ce qui me fait vraiment peur, c'est que les robots développent une conscience, qu'on arrive à coder une conscience, qu'ils aient conscience d'eux. Là, je trouve ça vertigineux. Enfin, on voit déjà, en fait, les gens essayent de faire des systèmes intelligents en prenant des réseaux de neurones, tout ça, donc les algorithmes apprennent tout seuls, mais c'est pas encore une intelligence comme on l'a défini, comme une conscience, une intelligence, voilà. Je pense justement que ça dépendra du contrôle que l'on fait. Si on laisse totalement débrider et qu'on permet de faire des intelligences artificielles qui apprennent tout d'elles-mêmes sans leur mettre de base ou de limite, je pense que l'option Terminator n'est pas non plus à éliminer. Il y a toujours cette possibilité, il faut l'avoir à l'esprit. Si on crée une intelligence consciente, est-ce qu'elle va avoir d'elle-même des émotions humaines, entre guillemets, artificielles ? Et, on a assez de bouquins de SF pour nous alerter de tous ces cas. Il y a également le transhumanisme qui soulève d'énormes questions. Parmi ces questions, on peut retrouver le problème soulevé par les prothèses et l'amélioration humaine. Doit-on seulement rester à une phase où on répare les humains ou doit-on aller vers l'amélioration de l'humain ? Doit-on dépasser l'homme ? Doit-on aller vers un surhomme ? Je leur ai donc posé à nouveau une simple question, humain réparé ou humain amélioré ? Humain réparé. Ça serait par éthique. Peut-être des gens, oui, réparer des gens qui sont aveugles, les faire revoir, réparer des gens qui manquent un membre, qui sont paralysés, ça ouais, à fond. C'est la suite logique de la médecine. Améliorer.
Je dirais nécessité dans le sens pour que l'humain soit vraiment maître de lui-même en fait. Le problème de l'amélioration, justement, ça m'ennuie, puisque en fait, ça voudrait dire que c'est quelque chose qu'on fait, qui ne serait pas une obligation, ce serait un petit peu donc par choix. Pour quelle amélioration, pour quelle augmentation au final, c'est-à-dire quelles seraient les limites? Mais d'un autre côté, c'est vrai que voilà, si on est dans un environnement où ce n'est pas une nécessité vitale pour la survie de l'espèce, et moi j'aime plutôt parler de l'espèce. Transhumanisme dans le sens vaincre la maladie, vaincre les restrictions innées qui peuvent exister, c'est l'humanité pour vraiment être maître de soi. Gardons en tête quand même que voilà, il y a ces techniques-là éventuellement qui pourraient, peut-être en dernier ressort, nous sortir d'une impasse par exemple. Pour l'instant, je pense que ce serait plus un gadget pour le moment. Après, peut-être que dans le futur, on aura des besoins qui sont complètement différents, qui nécessiteront des moyens complètement différents. Et là, la question se reposera. La question étant que si on les a pas naturellement, c'est que c'est pas indispensable logiquement à la survie. Ça dépend du contexte. Si on est dans des conditions environnementales telles que la survie de l'espèce est menacée, je trouve que ce serait un peu dommage justement de ne pas employer des techniques qui permettraient de sauvegarder l'espèce. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, au-delà du rêve ou autre, quelle utilité d'avoir une vue meilleure alors que par exemple notre vue est très bonne, de voir au-delà, mettons, de la porte alors qu'on suffit d'ouvrir la porte, d'entendre peut-être à 2 km ou 3 km alors qu'il y a à la fois pas de danger immédiat, puisque dans ce sens-là, je ne vois pas trop l'utilité en fait. Et c'est en ce sens où pour moi, dans ces cas-là, c'est plus nous avons construit la machine, mais à ce moment-là, c'est la machine qui prend le pas sur nous en fait, et ça pose problème. On pourrait peut-être ça pourrait peut-être emmener vers la création d'une nouvelle espèce, et ce genre de questionnement, voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec l'ancienne espèce, la nouvelle espèce? Est-ce que, voilà, il parlait du risque de spéciation, et une différenciation comme ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Enfin voilà, c'est des questionnements que je trouve qu'on n'a pas assez en fait, on ne l'inculque pas assez. À quel moment on peut se dire qu'on est encore humain, ou à quel moment en tout cas la machine prend le pas sur l'humain? Et c'est ça qui m'embête un petit peu. Je pense que sans le corps, l'esprit peut peut-être perdre un peu de ce qui fait de lui l'humain. Cette fois-ci, plus en rapport avec le thème du manifeste, je leur ai demandé ce qu'ils pensaient en général des avancées scientifiques et technologiques. Était-ce pour eux une bonne chose, en général, ou plutôt une mauvaise chose? Et donc je leur ai demandé si pour eux, la recherche pour la recherche était une bonne chose, ou est-ce qu'il ne fallait pas plutôt se poser des limites? Les évolutions que l'on fait, les progrès qui ont lieu, ne sont pas tout à fait neutres, et il faut savoir dans quel sens on va, comprendre ce sens-là, et savoir s'il est responsable ou pas, notamment par rapport aux générations futures. Alors je ne serais pas totalement pour, ni totalement contre. Il faut bien sûr qu'il y ait une limite, on ne peut pas avoir une avancée qui soit exponentielle comme ça a été le cas jusqu'à maintenant. Je pense qu'il faut une évolution des limites morales pour s'adapter à l'état de la science, mais je pense qu'il faudra aussi mettre une limite à ne pas franchir, sinon on va se perdre, et c'est toujours la question du est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on doit le faire. C'est compliqué, je pense que en fait, c'est ce sur quoi on a réfléchi avec mon groupe. En fait, la morale n'est pas forcément un bon élément à prendre comme limite. Donc voilà, une évolution bien sûr, il ne faut pas rester à un niveau... Enfin, il faut bien sûr évoluer, mais avoir une évolution qui soit responsabilisée. Oui, pour l'intérêt scientifique, et avec un peu de recul quand même sur ce que l'on fait, avec des contrôles, des comités de réflexion. Ça devient complètement déraisonnable, on le voit, on épuise la planète, on épuise l'essence même de l'homme. Mais en même temps, il ne faut pas être catastrophiste, et le progrès est forcément nécessaire. Après avoir obtenu la réponse, je leur ai demandé si la régulation des sciences serait une bonne solution aux problèmes qu'ils exposaient juste avant. Alors, s'il faut choisir entre régulation et pas régulation, ma réponse c'est régulation. C'est une forme d'abandon des citoyens qui ne s'intéressent pas forcément à la question. Et aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel de redémocratiser le débat. Et c'est vrai qu'il y a ces deux sentiments-là. On a envie de freiner, on a envie de se dire oui, mais c'est pas bien, il y a des gros risques, il faudrait mieux qu'on y réfléchisse énormément avant. Et d'un autre côté, c'est vrai que moi je trouve ça fabuleux, honnêtement, à titre personnel. Je trouve ça vraiment stimulant. Pouvoir imaginer tout ce dont on est capable de faire. Je pense qu'une régulation, si elle serait trop stricte, sera forcément contournée. De toute façon, on est attiré vers l'interdit. Mais je pense qu'il faudra quand même une régulation, au moins par la déclaration des recherches. Enfin, c'est parce qu'il a toujours un danger qu'on le régule. Il faudra toujours le réguler.
À mon avis, cette régulation, elle doit être faite à plusieurs niveaux. D'abord d'un point de vue international ou à minima européen. Parce qu'il ne faut pas que le problème des évolutions scientifiques, et notamment sur l'humain, c'est qu'on se rend compte qu'il y a de grandes disparités entre les différents pays. Et qu'en réalité, quand on est dans des pays européens, notamment en France, les recherches notamment sur l'humain sont plutôt contrôlées, parce que ça touche à l'humain, et dans d'autres pays où effectivement on n'a pas forcément les mêmes... c'est surtout souvent d'un point de vue économique, où en réalité il y a un besoin économique qui est plus fort, on se rend compte que les recherches sont beaucoup moins contrôlées, donc je pense qu'il faut que la régulation elle se fasse de façon tout à fait générale. Je sais que notamment en Chine, il y a beaucoup de questions en ce moment que soulèvent les Chinois avec leur manipulation de l'embryon humain, notamment avec les techniques comme CRISPR-Cas9 justement. Il n'y a pas forcément de démarche de participer à ces états généraux, alors qu'à mon avis c'est vraiment une démarche à suivre. Et je pense que c'est nécessaire justement pour pas partir vers des recherches trop lointaines. J'ai eu à entendre des professeurs parler de scientifiques qui allaient jusqu'à s'injecter des cellules souches par exemple. Et donc du coup je me dis bon, c'est vrai que si on laisse la science, après pour moi c'est peut-être plus tellement de la science, c'est un peu de la folie, mais si on laisse l'être humain faire un peu ce qu'il veut, plus ou moins, c'est vrai qu'on peut aller très loin. On progresse, on fait des trucs qui sont fabuleux, mais qui apportent des problèmes potentiels qui sont de plus en plus catastrophiques, enfin, toujours potentiellement catastrophiques. Se dire que sur soi-même capable de s'injecter des produits dont on ne connaît pas exactement quels sont les effets à long terme, bon, on imagine ce que ça pourrait donner sans aucune régulation. Donc effectivement, c'est ça, contrôler. Des avancées technologiques, oui, contrôler, et laisser peut-être un peu de place aussi pour la recherche, pas pure, mais le plaisir de la recherche aussi. Je pense des démarches d'abord transdisciplinaires, je pense que c'est vraiment l'élément essentiel, de comprendre que cette question-là, elle est bien sûr scientifique, mais elle est aussi juridique pour poser les limites, elle est aussi philosophique, enfin la réflexion elle doit être vraiment généralisée, et effectivement essayer de tenir au courant en fait le plus grand nombre, parce que c'est des questions qui concernent tout le monde et qui vont continuer à concerner tout le monde, plus on avancera, et donc il faut continuer dans ce sens-là je pense. Mais après, c'est vrai, bon, il faut forcément freiner un peu, comme je sais plus quel est l'auteur qui a dit ça, science sans conscience n'est que le ruine de l'âme, justement. Et c'est vrai qu'on ne peut pas non plus chercher juste pour le plaisir de chercher. Il y a des coûts, ça a des impacts aussi au niveau de la société, on le voit bien, les questionnements aussi que ça emmène. Je vois par exemple la question justement de la procréation médicalement assistée, voilà, c'est une technique finalement, et aujourd'hui on voit tous les questionnements que ça emmène dans la société. Donc c'est vrai que oui, c'est un avis un peu mitigé, il y a l'intérêt personnel aussi, peut-être un peu enfantin qui joue comme ça, on se dit voilà, on va essayer de comprendre un peu comment le monde fonctionne, comment l'humain fonctionne, je trouve qu'il y a quelque chose de très noble là-dedans, de comprendre le fonctionnement du vivant. Puis il y a quelque chose aussi qui est un peu froid, qui me rappelle un peu que oui, c'est l'humain, c'est pas un Lego, c'est pas un jeu, c'est du vivant. Donc. Et malgré le fait que je n'ai pas pu mettre l'intégralité de l'interview de chaque étudiant dans cette vidéo, la rencontre avec les étudiants de ce projet m'a permis de voir à quel point ils étaient impliqués dans les questions de technosciences aujourd'hui. Comme ils le disent clairement pour eux, c'est une question qui aujourd'hui n'est pas au centre de l'actualité alors qu'elle devrait. Pour eux, la mise en place d'un comité qui régulerait les technosciences est une nécessité. Et comme le disait Valentine, l'enjeu économique a souvent un impact sur la recherche scientifique. Est-ce que les réponses des Américains, des Allemands ou des Japonais différeront énormément des nôtres ? Merci à vous pour votre attention et passez une bonne soirée.